Chaque mois, retrouvez 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction. Et c'est en direct sur MRG Hits et MRG TV jusqu'à 21h. Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous politique en direct sur MRG Hits et MRG TV. Tous les mois, on tente pendant 1 heure de décrypter la politique de manière simple et accessible à tous. Avec moi ce soir et comme d'habitude, Axel Rebaud, Adrien Hardy, Quentin Leport et Raphaël Bardona. Au programme ce soir, la journaliste politique au JDD, Emmanuelle Soufi, est notre observatrice de l'actualité. Nous lui demanderons notamment ce qu'elle a retenu dans l'actualité politique de ce mois de janvier et quelle personnalité est au top et qui mérite un flop. Et comme chaque mois, nous vous offrons 2 sessions de Face à la bande dans un climat social extrêmement mouvementé. Notre premier invité à 20h07 est le député Renaissance de la 7e circonscription de l'Essonne, Robin Reda. Nous lui demanderons si le gouvernement est prêt à faire des concessions pour passer la réforme des retraites. Et à 20h27, c'est le tout jeune vice-président et porte-parole des Républicains, Guilhem Carayon, que nous recevons. Avec lui, nous reviendrons bien évidemment sur la réforme des retraites qu'il soutient, même si elle n'est pas proposée par son parti. Les députés LR suivront-ils la majorité ? La réponse dans un instant. Réagissez sur les réseaux sociaux aux propos de nos invités, posez-leur des questions puisque vous êtes le 6e membre de la bande. Je relayerai certaines de vos questions et si vous nous écoutez en radio, nous sommes aussi en télé et ça se passe sur tv-mrg.com. C'est parti pour 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction et on est en direct évidemment. Et avant de commencer, qu'est-ce qui nous attend en ce mois de février ? La réponse avec Quentin Leport. L'agenda politique. Bonsoir Quentin Leport. Bonsoir Benjamin. On commence avec le projet de réforme des retraites du gouvernement qui est présenté le 6 février à l'Assemblée nationale. 2 semaines de débats vont s'ouvrir dans l'hémicycle où seront présents aux côtés des députés de la majorité, les ministres du Travail Olivier Dussopt et des Comptes publics Gabriel Attal. Fin des discussions le 17 février à minuit avant que le projet de loi ne soit présenté au Sénat, si le texte n'a pas été voté par les députés en première lecture. Le Sénat étudiera le texte après le 26 février. Un projet de réforme qui donne lieu depuis le début de l'année à des mobilisations qui vont se poursuivre tout le mois de février. La Fédération CGT des services publics a déposé un préavis de grève pour les journées du 1er au 28 février. Il concerne l'ensemble des salariés et agents des villes, départements, régions, établissements publics, métropoles, offices de l'habitat et des services et entreprises de l'eau et de thanatologie. Toujours sur la réforme des retraites, l'ensemble des syndicats de la SNCF appellent à la grève la semaine prochaine, Quentin. La CGT Cheminots, Sudrail, l'UNSA et la CFDT ont annoncé une mobilisation le 7 février. La CGT et Sudrail appellent à reconduire la grève le 8 février. Ces 2 jours de perturbation du réseau ferré tombent pendant les vacances scolaires de la zone A, dont font notamment partie les académies de Bordeaux et de Lyon. Les 8 principaux syndicats français programment également 2 nouvelles journées de grève, mardi 7 et samedi 11 février, après le succès de la mobilisation du 31 janvier, mardi. L'intersyndicale appelle d'ici mardi à multiplier les actions, initiatives, réunions ou assemblées générales partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les lieux d'études, y compris la grève. Patricia Drevon, secrétaire confédérale de Force ouvrière, a déclaré mardi que le gouvernement doit entendre le rejet massif de ce projet et le retirer. L'incertitude domine dans les transports ferroviaires pour l'heure en ce qui concerne le 11 février. Les syndicats semblent vouloir annoncer pour l'instant un appel à la manifestation plutôt qu'à la grève. La position des cheminots devrait se préciser dans les jours à venir. Les 9 et 10 février se tiendra un conseil européen spécial. Les dirigeants de l'Union européenne vont se réunir lors d'un sommet extraordinaire consacré à la réponse de l'Europe à la loi américaine visant à réduire l'inflation, c'est l'Inflation Reduction Act. Les 3 points de la loi que l'Europe juge problématiques sont l'incitation à acheter américain, les allègements fiscaux pour les entreprises qui produisent aux États-Unis ou encore le subventionnement sur la production qui pourrait conduire à une course aux subventions. Et le 14 février, ce n'est pas que la Saint-Valentin puisque comme en décembre, les médecins libéraux annoncent une fermeture des cabinets. Les négociations en cours avec l'assurance maladie doivent aboutir d'ici la fin du mois à une nouvelle convention. Elle doit fixer pour les 5 prochaines années les tarifs des médecins libéraux. Ces praticiens réclament à Elisabeth Borne une enveloppe financière supplémentaire. Et le 14 février toujours, c'est le 20e anniversaire du discours de Dominique de Villepin au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, il avait dit non à la guerre en Irak. Un discours de Dominique de Villepin qui avait marqué les esprits bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont accusé l'Irak de détenir les armes de destruction massive. Ils souhaitaient donc y mener une intervention militaire avec certains de leurs alliés. Et enfin, du 25 février au 5 mars a lieu le Salon international de l'agriculture et ça se passe à Paris. Et il donne lieu à la venue de beaucoup de personnalités du monde politique et syndical.
Toutes les formations se rendent au Salon international de l'agriculture, car c'est l'occasion pour elles de rencontrer les acteurs de la filière agricole qui continuent à tenir une place importante dans l'économie. La France est le premier pays agricole d'Europe avec plus de 500 000 exploitations et environ 18% de la production agricole européenne. Merci Quentin Leport, notez bien, nous serons en direct sur MRG TV de 10h à 12h30 pendant toute la durée du Salon de l'agriculture avec de nombreux invités politiques. L'agenda politique. 20h08 sur MRG, avant la fin de l'émission, la journaliste politique au journal du dimanche, Emmanuelle Soufi, est notre invitée. Elle est notre observatrice de l'actu. Vous connaîtrez ce qu'elle retient de l'actualité du mois. Avant ça, accueillons notre premier invité politique. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Aujourd'hui, Robin Reda, vous êtes face à la bande. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député Renaissance de la 7e circonscription de l'Essonne. Tout jeune, vous étiez déjà attiré par les médias puisque vous avez fait de la radio, de la web radio même. Ensuite, vous faites des études à Sciences Po. En 2017, vous devenez député sous la bannière Les Républicains. Vous étiez l'un des plus jeunes députés de l'Assemblée. Vous avez beaucoup voyagé politiquement puisque vous avez été à LR, comme je l'ai dit. Vous quittez le parti en 2019 pour rejoindre Libre, le mouvement de Valérie Pécresse. Vous retournez chez les Républicains en 2021. À la présidentielle de 2022, vous soutenez la candidature de Valérie Pécresse. Vous bénéficiez de l'investiture LR pour les législatives avant de finalement rejoindre ensemble la majorité d'Emmanuel Macron. Et pour cette première partie de Face à la bande, Robin Reda, c'est Axel Rebaud qui ouvre cette première partie. Robin Reda, pour Elisabeth Borne, ce n'est plus négociable. La retraite, ça sera à 64 ans. La mobilisation dans la rue, c'est le message, ça ne sert à rien. Bon, bonsoir la bande déjà. C'est vrai que dans ma vision de la politique, il y a la vision de la transformation de la société et j'ai toujours été un réformiste et c'est pour ça aujourd'hui que j'appartiens à cette majorité parce que dans les projets qui ont été proposés aux Français au cours de l'année 2022, il vous a pas échappé qu'il y avait en gros deux grandes visions de la France qui s'opposaient, une vision très fermée, très protectionniste parfois sur le repli sur soi, qui était celle soit de l'extrême droite, soit de l'extrême gauche, et puis le projet du président de la République qui voulait réformer profondément la France, continuer à réformer pour préserver l'emploi et préserver notre modèle social. Et donc cette réforme des retraites dont nous parlons, c'est pas une réforme pour faire plaisir à quiconque, pas même au gouvernement qui est chargé de la mettre en œuvre, parce que c'est jamais une partie de plaisir. C'est une façon de préserver notre modèle social. Après, on peut avoir un débat pour savoir si on souhaite. Alors toutefois, Robin Reda, la question de la justesse, dire que cette réforme elle est plus juste, ça a été un argument avant finalement de revenir sur ces pas. Mais donc aujourd'hui, vous le dites, en vrai, comment dire, est-ce qu'on est vraiment dans le dialogue avec l'opposition qu'avait promis Emmanuel Macron lors de sa réélection, Robin Reda ? Mais le dialogue, il a eu lieu et il va continuer à avoir lieu. D'abord, cette réforme, elle tombe pas de nulle part. Elle arrive après une élection présidentielle, une élection législative où les uns et les autres ont présenté des projets, encore une fois, et notamment la réforme des retraites. Elle arrive après 3 mois de discussion avec les partenaires sociaux. Elle arrive aussi après un automne où je vous rappelle qu'Emmanuel Robin Reda annoncer qu'on va imposer un texte sans aucune discussion, ça reste quand même fermer la porte au débat, même si la réforme elle est annoncée de longue date. On a Emmanuel Macron qui disait en avril 2022 à sa réélection, c'était il n'y a pas si longtemps, je sais que nombre de nos compatriotes ont voté pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Je veux leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige. Aujourd'hui, le président, il mentait en disant ça ? Je suis pas sûr que ça a engagé la réforme des retraites et je voudrais surtout vous préciser qu'il y a eu ensuite des élections législatives, c'est-à-dire un programme de gouvernement. Et dans cette élection législative, même si la majorité présidentielle n'a pas eu la majorité absolue, on peut remarquer que d'autres formations politiques, je pense aux Républicains, avaient la réforme des retraites dans leur projet. Et donc on peut considérer qu'il y a une majorité de députés à l'Assemblée nationale qui ont été élus sur un programme consistant à réformer les retraites. Mais pourtant, aujourd'hui, Robin Reda, on a 72% des Français qui sont hostiles au report de l'âge légal du départ à la retraite à 64 ans. 72%. Donc on peut dire, oui, mais on a certains députés qui y sont favorables alors qu'ils ne sont pas de la majorité. Aujourd'hui, les Français, dans leur grande majorité, ils n'en veulent pas. Oui, les Français, ils refusent cette réforme qui est en majorité dans les sondages, parce que c'est évidemment un effort qui
vient dans une période qui en plus est difficile pour chacune et pour chacun, parce qu'elle vient dans un contexte d'inflation, un contexte où parfois les salaires sont trop bas, même si l'emploi est reparti fortement à la hausse et qu'on est dans une société qui tend vers le plein emploi. On n'est pas dans une société encore idéale, loin de là. Et donc cet effort supplémentaire qui est demandé aux Français, c'est sûr qu'il n'est pas vécu comme quelque chose de très agréable dans cette période. Ça, je le comprends, mais c'était malvenu selon vous ? Je voudrais juste dire qu'on ne décale pas l'âge d'égal de départ à la retraite à 64 ans le mois prochain, ni même en septembre prochain. On parle de 2030. Donc il y a une génération qui, effectivement, à partir de l'année prochaine, travaillera plus 3 mois, puis ensuite ce sera plus 6 mois, puis ainsi de suite jusqu'à 64 ans. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois quand on entend le discours médiatique, nous ne sommes pas dans une transition dure vers les 64 ans. Il y a quasiment 10 ans qui vont s'écouler avant que les Français partent effectivement en moyenne à 64 ans. On entend en tout cas les éléments de langage, Romain Reda. Voilà, cette réforme, elle est dure, mais elle est juste. Elle est faite vraiment pour sauver le système des retraites. On demande un effort aux Français, mais la question, c'est surtout, est-ce que c'est vraiment la seule solution ? Quand on vous entend, on a l'impression que c'est le cas, c'est la seule manière de sauver le système des retraites. Or, aujourd'hui, on le sait, ce n'est pas le seul cas. Il y a par exemple l'organisation Oxfam qui le dit, en taxant seulement les 42 milliardaires de France à 2% seulement, on pourrait financer ces retraites. C'est plus juste, selon vous, de faire travailler des millions de Français 2 ans de plus, donc ? D'abord, c'est pas des éléments de langage, c'est des éléments de conviction. Moi, je veux bien qu'on ait des propositions fantaisistes. Je regarde le programme, le projet de retraite par répartition tel qu'il a été conçu en France au milieu du XXe siècle, quand la retraite était d'ailleurs à 65 ans. Ce modèle-là, il est fondé sur le travail des actifs qui finance la retraite de ceux qui ont travaillé précédemment, c'est-à-dire ceux qui sont retraités. C'est un beau modèle, c'est un modèle qui valorise le travail, qui n'est pas une prison, qui peut être pénible, et il faut l'entendre et il faut le prendre en compte dans la réforme. Mais moi, je ne considère pas que le travail soit une prison. Je pense que c'est un endroit de sociabilité et d'émancipation qui est important dans une société. Et on veut des retraités qui puissent vivre décemment à la retraite, on l'espère dans leur grande majorité. Et pour qu'ils puissent vivre décemment à la retraite, il faut que leur pension soit décente, il faut donc qu'il y ait des gens qui travaillent pour les payer. Mais vous parlez, Robin Reda, des retraités. Vous parlez des retraités pour qu'ils puissent justement bénéficier de cette retraite, mais il y a cette statistique qu'on a beaucoup vue récemment. Robin Reda, c'est près d'un quart des Français les plus pauvres sont déjà morts en fait à 62 ans, et c'est un tiers lorsqu'ils arrivent à 65 ans. Aujourd'hui, est-ce que vous acceptez, vous assumez que pour sauver le système des retraites, il faut que certains n'en profitent jamais ? Mais vous savez, cette réforme des retraites, elle n'a pas vocation, comme vous l'avez compris, à mettre fin à toutes les injustices qui existent dans ce monde et qui sont révoltantes. Il y a effectivement, pour être tout à fait précis sur la statistique que vous citez, un quart des Français qui se situent dans les 5% les plus pauvres qui ont beaucoup moins de chances d'arriver à l'âge de la retraite en bonne santé, voire de mourir, mais on parle d'un décile de la population qui malheureusement est souvent en dehors déjà de l'emploi, et c'est donc, vous voyez, un travail sur toute la chaîne. La retraite. Robert Reda, on a bien compris, merci. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de l'Essonne. Restez bien avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour que vous affrontiez la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans un instant, sur MRG Hits et MRG TV, nous recevrons notre deuxième invité politique. Il s'agit de Guilhem Carayon, vice-président et porte-parole des Républicains. Posez vos questions à Guilhem Carayon sur les réseaux sociaux avec le hashtag MRG Média. Avant ça, Face à la bande continue. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Deuxième partie de Face à la bande avec vous, Robin Reda. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de l'Essonne. Il est temps pour vous d'affronter notre équipe de journalistes. Mais avant ça, une fois n'est pas coutume, c'est par une question d'un auditeur que nous allons commencer. Et elle vous est posée par Léo, je le cite. Au moment où je crève de faim et où le prix de l'électricité augmente, est-ce que c'est le moment de m'imposer une réforme des retraites ? Léo, si vous voulez que votre avenir soit celui d'une France qui vous offre le même modèle social qu'à vos parents et à vos grands-parents, c'est-à-dire des soins gratuits, c'est-à-dire une éducation, un enseignement supérieur qui, même si la vie étudiante, je le sais pour l'avoir vécu, n'est pas toujours un long fleuve tranquille,
vous permet d'accéder à un bon emploi, un bon salaire, à une vie confortable. Oui, il faut qu'on puisse regarder les réalités économiques du pays. Moi, j'ai toujours été en faveur d'une réforme des retraites. En 2010, j'étais déjà militant de la réforme qui a permis de sauver le régime de retraite sur la décennie qui s'est écoulée. C'est le Conseil d'orientation des retraites qui le dit. Donc voilà, si on veut garder ce modèle de retraite, alors il faut le financer. Sinon, on peut aussi changer de modèle et faire un modèle du chacun pour soi où les uns et les autres devront cotiser pour payer leur propre retraite. Mais Robin Reda, je vous coupe une nouvelle fois la parole. Cette fois, c'est pour donner la parole à Raphaël Bardena qui va vous poser une question concernant la loi immigration. Après la réforme des retraites, c'est sûrement le projet de loi immigration qui s'annonce tout aussi compliqué à voter pour le gouvernement. Robin Reda, le 49.3 ne peut être utilisé un nombre de fois illimité, donc le soutien de LR est essentiel pour ce projet. Le gouvernement s'est dit prêt à des compromis sans dénaturer son projet de loi. Vous êtes prêt à faire beaucoup de concessions pour avoir le soutien des Républicains ? En tout cas, je crois que la question de la maîtrise de notre immigration, c'est une question qui est légitime dans une démocratie et que se posent beaucoup de Français. Il y a 70% aujourd'hui des Français qui s'inquiètent de l'immigration dans le pays. Ça veut dire que ça va bien au-delà de ceux qui peuvent avoir des positions extrémistes ou xénophobes. C'est une inquiétude qui relève à la fois de l'identité, de la capacité, là aussi, d'ailleurs, à préserver notre modèle social et à faire en sorte que il puisse y avoir de la solidarité pour tous. Donc effectivement, ce projet de loi, il faut qu'il puisse être adopté par une large majorité. Il faut que ce soit un projet de loi de fermeté vis-à-vis de ceux qui ne respectent pas nos lois. Il faut aussi voir que beaucoup sont passés à côté de l'intégration parce qu'on leur a pas donné la chance de pouvoir s'insérer, travailler dans des conditions agréables. Je pense à ceux qui travaillent dans nos restaurants, dans nos hôtels, dans tous les métiers en tension, dans le bâtiment, et qui méritent la reconnaissance de la France parce qu'ils apportent leur concours à notre économie nationale. Robin Reda, prochaine question signée Adrien Hardy, et vous allez aborder avec lui le domaine de la santé. Le début d'année, il a aussi été marqué par la grève des médecins. La santé est un domaine qui souffre depuis longtemps dans l'histoire de la Ve République. Vous n'êtes pas prêt à inverser la tendance à Renaissance ? Il y a plusieurs questions qui se posent. On a un modèle de santé qui est assez formidable en France, il faut le dire quand même, parce que on a des soignants, des aides-soignants, des infirmiers, des médecins qui partout sur le territoire, et avant même la crise du Covid, qui a révélé à la fois leur force, leur résilience, leur professionnalisme, font tenir le système. Ce système, il a deux grandes caractéristiques. Il repose sur un système hospitalier public qui soigne par définition tout le monde, qui est le système de l'urgence et de la chirurgie de pointe. Et puis il repose sur un système dit de ville, c'est-à-dire des médecins, des infirmiers ou des infirmières qui en ville prennent en charge les patients au quotidien. Et effectivement, on a trop de territoires de désertification médicale d'un côté. Il faut pouvoir agir pour renforcer la collaboration entre les médecins, les infirmières, les professions médicales, paramédicales, pour qu'on ait plus de professions de santé dans les territoires. Et puis l'hôpital public, il y a un énorme investissement qui est fait depuis la crise des Gilets jaunes, depuis la crise sanitaire, pour réinvestir dans les hôpitaux, pour augmenter le salaire des soignants. Robin Reda, la prochaine question concerne un sujet que vous connaissez bien puisqu'il s'agit du cannabis, et cette question vous est posée par Quentin Leport. Robin Reda, le Conseil économique, social et environnemental a exprimé cette semaine être favorable à une légalisation encadrée du cannabis. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec de certaine façon de la part des institutions ? La légalisation du cannabis, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, notamment dans le précédent mandat, pour essayer de dépassionner ce débat et justement de pas le caricaturer. En France, on a la caractéristique d'avoir la législation la plus dure vis-à-vis des consommateurs de cannabis, et pourtant on est le pays qui, en Europe, consomme le plus de cannabis. Il y a 1 million d'usagers quotidiens du cannabis. Ça veut dire qu'il y a donc un écart grandissant entre notre législation et notre capacité à faire face. Je peux pas vous dire, à l'appui des études que j'ai faites, si la légalisation réglerait tout. Ce qui est certain, c'est que la législation actuelle ne permet pas de faire baisser le nombre de consommateurs de cannabis dans le pays. Ça sert peut-être à résorber certaines poches de délinquance, des trafics, à arrêter des criminels, mais ça ne fait pas baisser la consommation, en particulier chez les jeunes, de cannabis. Et je crois qu'il faut souhaiter faire baisser la consommation de cette drogue chez les jeunes. Donc
La légalisation permettrait paradoxalement de mieux réguler les canaux de distribution et de faire plus de prévention. Robin Reda, c'est d'Ukraine dont nous allons parler, et notamment de l'adhésion à l'Ukraine avec Axel Rebaud. Ursula von der Leyen était à Kiev récemment pour un sommet UE-Ukraine. Est-ce que vous êtes favorable, Robin Reda, à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne, sachant que l'Ukraine a aujourd'hui un SMIC équivalent à 365 €? Alors il y a un processus qui est souhaité par beaucoup de pays européens et d'Européens qui permettrait à l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne. Il faut savoir que le processus d'adhésion d'un pays à l'Union européenne, c'est pas en quelques mois, même si la situation est exceptionnelle. Je crois que le message qui est envoyé par les autorités européennes, c'est surtout celui de dire que l'Ukraine est un pays qui fait partie de ceux qui souhaitent s'inscrire dans la tradition des droits de l'homme et de la paix, telle que la construction européenne l'exige, contrairement à la Russie, qui a rompu cet équilibre et qui cherche la guerre, qui a déclenché la guerre aux portes de l'Europe et qui voudrait peut-être, qui sait, l'étendre au-delà. Robin Reda, Ukraine toujours, et cette fois à propos des chars, et c'est avec Raphaël Bardena. Rapidement, Robin Reda, les États-Unis et l'Allemagne ont annoncé qu'ils allaient livrer des chars à l'Ukraine. La France ne l'a toujours pas fait. Est-ce qu'on doit tout simplement livrer des chars en Ukraine ? On a déjà une aide conséquente en matériel aux Ukrainiens. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à la livraison de chars parce que on voit que c'est aussi après une question de matériel. Donc moi, je suis surtout favorable à ce qu'on continue d'apporter notre expertise et des armes de combat au contact aux Ukrainiens. Robin Reda, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir joué le jeu de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de la 7e circonscription de l'Essonne en région parisienne. Merci beaucoup. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans un instant sur MRG Hits, c'est MRG TV, deuxième salve de Face à la bande, et cette fois c'est du côté des Républicains que nous allons, puisque nous recevons l'un des vice-présidents et porte-parole, Guilhem Carayon. Avant ça, on repart en 2006, et à l'époque une chanteuse américaine cartonne, c'est Ciara avec Like a Boy qu'on écoute tout de suite sur MRG Hits. Chaque mois, retrouvez 20h, l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction. 20h28 sur MRG et MRG TV, bienvenue dans 20h l'invité, le rendez-vous politique de MRG. Avec vous, chaque semaine, chaque mois, nous essayons de parler de politique de manière simple. Et toutes vos questions à vous, chez vous, vous pouvez les poser avec le hashtag MRG Média. Et justement, confrontons la bande à un nouvel invité. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Guilhem Carayon, vous êtes membre des Républicains. Merci d'avoir accepté notre invitation. La politique, vous avez ça dans le sang, puisque vous baignez dedans depuis tout petit. Votre père, Bernard Carayon, a notamment été député LR pendant 14 années. En 2021, vous êtes élu à la tête des Jeunes Républicains, puis vous êtes porte-parole de la candidate à la présidentielle Valérie Pécresse. Lors des législatives 2022, vous tentez de vous faire élire dans le fief de votre père, mais vous ne récoltez que 16,28% des voix au premier tour. En décembre dernier, vous êtes nommé par Éric Ciotti en tant que vice-président et nouveau porte-parole des Républicains, le plus jeune à ce poste, parce que oui, je précise que vous avez 23 ans. Guilhem Carayon, c'est la première partie de Face à la bande, et je vous laisse entre les mains d'Axel Rebaud. Guilhem Carayon, vous avez dit que la réforme des retraites doit être menée à nos conditions. C'est quoi vos conditions ? Alors, oui. Déjà, je crois qu'on a obtenu plusieurs éléments depuis le début des négociations avec le gouvernement. Le fait que la retraite minimale s'élèvera à 1 200 € pour les futurs retraités et pour les retraités actuels. Dans le projet initial du gouvernement, le gouvernement ne prévoyait pas d'augmenter cette pension de retraite minimale pour les retraités actuels. Or, c'est 2 millions de personnes qui sont concernées. Nous, le sujet aujourd'hui, l'amendement qui est pour nous le plus essentiel, le plus fondamental et sur lequel on lâchera pas, c'est la question des carrières longues. Vous avez aujourd'hui un système des carrières longues qui est complètement injuste. Il faut avoir cotisé pendant 5 trimestres pour pouvoir bénéficier de ce dispositif avant 20 ans. Si vous avez commencé à bosser à 20 ans, eh bien, vous allez devoir aller jusqu'à l'âge légal, donc à 64 ans, dans la logique du gouvernement, donc faire 44 annuités de travail, pendant que les autres vont s'arrêter au bout de 43 annuités.
il y a une injustice qui est criante et qui fait peser en fait toute la lourdeur, toute la charge de cette réforme sur ceux qui ont commencé à travailler tôt. Et vous le savez, ceux qui ont commencé à travailler tôt, c'est souvent ceux qui ont travaillé dans des métiers qui sont plus pénibles, qui épuisent le corps. Donc nous, il y a cette question des carrières longues qui est, selon nous, essentielle, sur laquelle on lâchera pas et où on veut mener un bras de fer avec le gouvernement et que le gouvernement plie, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation, vous le savez, à l'Assemblée nationale, où ils ont besoin du vote des députés des Républicains pour faire passer ce texte. Sans nous, ils peuvent pas le faire passer, à moins de passer par un 49.3. Je crois pas que ce soit la solution privilégiée. Au vu de Justement, Guilhem Carayon, alors tout d'abord, je vous demanderai de mettre votre caméra à l'horizontale, si vous le pouvez, mais justement, vous parlez du 49.3, vous avez peur que le gouvernement utilise le 49.3, vous avez pas, enfin, est-ce que vous avez peur que ça mette le feu aux poudres, surtout vu la mobilisation actuelle? J'ai pas bien entendu, pardon. Est-ce que vous pensez que le 49.3, s'il est employé, ça pourrait mettre le feu aux poudres actuellement? Je vous entends plus du tout. Je vous reçois plus. Désolé. Alors voilà, quelques petits problèmes de connexion. Guilhem Carayon, est-ce que vous m'entendez? Voilà, puisque je précise à tout le monde que là, je vous entends mieux. Voilà, c'est ça. Donc nous sommes en visio, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir quelques problèmes de connexion. Donc Guilhem Carayon, je vous propose à Axel de vous reposer la question, histoire que vous puissiez l'entendre correctement, très rapidement, Axel. Guilhem Carayon, je vous demandais, est-ce que vous craignez que le gouvernement utilise le 49.3? Ils le feront s'ils n'écoutent pas notre position. Nous, on estime que une réforme des retraites, ça doit permettre à la fois d'équilibrer le système, et donc la condition sine qua non, c'est de travailler un petit peu plus longtemps, travailler 2 années de plus, mais il faut qu'il y ait une contrepartie, et la contrepartie, c'est la justice sociale. Et donc, c'est une meilleure prise en compte de la pénibilité, et c'est une meilleure prise en compte des carrières longues. Et nous, avec cette proposition qui permet de partir à la retraite après 43 annuités, et non pas 44 pour ceux qui ont commencé à bosser avant 20 ans, on estime que là, la question de la pénibilité des carrières longues sera prise en compte. Donc nous, c'est notre condition. S'ils le font pas, ils passeront par un 49.3 ou alors ils iront pas au terme de cette réforme. Et ce sera, je le pense, l'échec le plus criant du quinquennat d'Emmanuel Macron. Guilhem Carayon, le reste de l'opposition, dont la NUPES, eux, ils veulent vraiment le retrait de cette loi. Ils veulent même revenir à 60 ans. Vous dites non, il faut quand même aller jusqu'à 64 ans pour la réforme. Est-ce qu'on peut vraiment se dire un parti d'opposition lorsque finalement vous êtes d'accord avec le gros de cette réforme? Revenir à la retraite à 60 ans, c'était le cas sous François Mitterrand en 1981, ce serait faire perdre complètement l'équilibre à notre système par répartition. On a un déficit qui s'élèvera à 13 milliards d'euros à l'horizon 2030, c'est les évaluations du Conseil d'orientation des retraites, le corps. Nous, ce qu'on dit à droite, et on est cohérent, on est fidèle à ce qu'on dit depuis toujours, c'est que la réforme des retraites, elle doit être faite pour équilibrer le système. On peut pas se permettre d'accumuler les dettes et de léguer à notre génération une dette qui sera abyssale. On a déjà 3 000 milliards d'euros de dettes. Cette dette, elle pèse sur tout le monde. Et ce qui fait que nous, on n'aura peut-être pas de retraite dans 40 ans. Et donc, il faut être sérieux avec l'argent des gens, avec l'argent public. Et moi, je crois qu'une des principales failles de la politique de Macron, en tout cas sur son premier quinquennat, ça a été le fait d'avoir très mal géré l'argent public, d'avoir très mal géré l'argent des gens. On a aujourd'hui 45% de prélèvements obligatoires par rapport au PIB, c'est-à-dire les impôts les plus élevés d'Europe, et dans le même temps, tous nos services publics. Guilhem Carayon, aujourd'hui, à vous entendre, en fait, on a vraiment l'impression que vous êtes en train de défendre justement cette réforme comme un élu de la majorité. Au fond, est-ce que c'est ça l'ambition des Républicains, c'est d'apparaître un peu comme un modem bis, quelqu'un qui fait en fait partie de la majorité en mettant des petits amendements par-ci par-là pour dire qu'il n'est pas exactement d'accord? Quand le gouvernement sort un projet qui va plutôt dans le bon sens, il faut le soutenir. Il y a eu énormément de failles dans le dispositif prévu par le gouvernement et c'est pour ça qu'on s'est battu pour le corriger. Mais être dans une opposition systématique sans jamais apporter de solution, je crois pas que ça serve à grand chose. Les Français, ils attendent de l'opposition qu'elle soit responsable, qu'elle soit un minimum constructive, qu'elle ait des solutions à proposer. C'est comme ça qu'on bâtit l'alternance pour le pays. On peut pas se contenter en fait de répéter. Mais là, les Français à 72% sont totalement opposés au report du départ à la retraite de 62 à 64 ans. Donc dans le fond, là, les Français demandent juste de ne pas faire cette réforme, pas de assumer vos responsabilités comme vous dites. Là, ils ne veulent pas de cette réforme, les Français. Il y a un sondage qui a montré il y a quelques semaines qu'il y a 60% des Français qui pensent que la réforme est nécessaire. Et dans le même temps, on a des
on avait des sondages, et on en a encore eu un hier, il me semble, qui disent que 75% des Français sont opposés à cette réforme des retraites. Pourquoi ? Parce que ils ont bien vu que cette réforme-là, présentée par le gouvernement, elle était injuste. Et donc nous, on se bat en tant qu'opposition responsable à l'Assemblée nationale pour corriger le dispositif. Mais si on se contentait d'être simplement défavorable à Alors j'ai pas exactement les mêmes chiffres que vous, Guilhem Carayon. Moi j'ai donc une enquête de YouGov pour le HuffPost, qui a été publié le 1er février. 72% des Français sont hostiles au report de l'âge légal à 64 ans. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, il y a Valérie Pécresse, je voulais vous demander cette question, Guilhem Carayon, très rapidement. Elle voulait, Madame Pécresse, la retraite à 65 ans. Est-ce que le gouvernement a manqué de courage ? Une réponse très rapide. La situation a beaucoup évolué et le programme de Valérie Pécresse visiblement a pas séduit les Français puisqu'on a fait 4,7%. Ça vous a pas échappé. Moi j'ai toujours été dans une ligne assez claire au sein de ma famille politique, au sein des Républicains, où je disais qu'il fallait défendre une troisième voie. La troisième voie un peu gaulliste. Guilhem Carayon, merci, restez bien connectés avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-président des Républicains et aussi leur porte-parole. Restez bien avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans une poignée de secondes sur Émergé Hits et Émergé TV, vous allez retrouver Emmanuelle Soufi qui ce soir est notre observatrice de l'actu. Avant ça, la bande est prête, c'est parti. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Guilhem Carayon, vous allez faire Face à la bande. Elle est composée d'Axel Rebaud, d'Adrien Hardy, de Quentin Leport et de Raphaël Bardena. Je rappelle que vous êtes président des Jeunes Républicains et on commence avec reparler de Valérie Pécresse. Dans une interview accordée aux Parisiens, Valérie Pécresse a déclaré avoir songé à changer de vie après sa défaite à l'élection présidentielle. Est-ce qu'elle aurait dû le faire ? Elle est, je le crois, une très bonne présidente de la région Île-de-France. Qu'elle ait aujourd'hui plus d'aspiration nationale est une chose, c'est son choix, c'est sa responsabilité. Moi, en tout cas, je me bats pour que on désigne assez rapidement le prochain candidat de LR à l'élection présidentielle. D'abord, qu'on clarifie la ligne qu'on défend. On peut pas être à la fois la droite et le centre. Il faut une ligne claire. Et puis Guilhem Carayon, si Valérie Pécresse souhaite être à nouveau candidate en 2027, vous la soutiendrez ? Moi, je crois que celui qui est le mieux préparé pour être notre candidat, c'est Laurent Wauquiez. C'est ce que je disais déjà en 2021 quand j'avais été élu président des Jeunes Républicains et que se posait la question de notre candidat avant que la primaire ait lieu. Je l'estime toujours. Je pense qu'il est le meilleur qu'on ait à droite. Il est celui qui a fait le diagnostic le plus juste sur la situation de déclassement du pays. Et donc c'est pour cette raison que moi je le soutiens, oui. Guilhem Carayon, la prochaine question est une question d'Adrien Hardy à propos d'une alliance qui serait obligatoire pour la survie du parti Les Républicains. Pour la présidentielle, l'actuel président des Républicains, Éric Ciotti, avait appelé à voter Éric Zemmour juste avant de se présenter au congrès LR. En ce moment, vous êtes plus proche de la majorité pour la réforme des retraites. Vous êtes obligé de collaborer pour exister. Je crois pas que ce soit une juste représentation de la réalité. Vous verrez sur les débats sur la réforme des retraites à quel point on est en aucun cas les alliés de la majorité. Moi, je m'oppose à peu près tout ce qu'a fait le gouvernement pendant 5 ans. Pas parce que la personnalité d'Emmanuel Macron me dérange, mais parce que je crois que sa politique est profondément injuste sur les questions économiques, sur le rapport au travail, sur l'insécurité qui s'est développée, sur sa vision d'une Europe fédérale, sur une immigration de masse, sur la crise de tous les services publics. L'hôpital public, l'école, le service public de la justice, tous les services publics sont en crise. Donc non, on n'est en aucun cas les alliés du président de la République et on défend une opposition qui est raisonnable. C'est peut-être pas à la mode d'être raisonnable aujourd'hui dans notre société. Nous, on entend l'être en tout cas. Et nous avons une question sur Twitter qui est posée par Bruno. Idéologiquement, vous êtes ultra proche. Quelle est la différence entre Renaissance et vous ? C'est à peu près ce que je viens de vous dire. Moi, je crois que le président de la République, qui pose la question, a provoqué le déclassement du pays, déclassement économique, déclassement industriel, déclassement sécuritaire, déclassement civilisationnel. Et donc, on doit bâtir une opposition qui est très forte, qui est constructive, encore une fois. Pas s'opposer pour s'opposer, c'est pas la finalité de notre politique que de s'opposer pour s'opposer, mais constructive. Et donc il va falloir travailler à l'alternance, au fait qu'on doit avoir le programme, le projet le plus sérieux pour succéder à Emmanuel Macron en 2027. Mais il faudra pas
il faudra pas que ce soit une politique dans la continuité de ce qu'il a mené, parce que sa politique justement a abîmé le pays selon moi. Guilhem Carayon, nous l'évoquions dans la première partie de Face à la bande. Cette fois, c'est de Laurent Wauquiez dont nous allons parler, et c'est avec Raphaël Bardena. Vous ou Éric Ciotti, vous ne jurez que par la candidature de Laurent Wauquiez à l'élection présidentielle en 2027. Laurent Wauquiez qui est invisible dans les médias et qui est soupçonné d'organiser des dîners fastueux aux frais du contribuable de sa région. Est-ce que c'est vraiment le candidat sur lequel doit miser LR à 4 ans de l'élection ? Moi, j'en ai un peu assez des leçons données constamment par les médias. Hein. Je parle pas de vous, mais au sujet de politique qui serait pas. Ça m'agace un peu en fait qu'on juge pas les politiques à leurs compétences, qu'on juge pas les politiques à ce qu'ils proposent pour le pays. Moi, j'aimerais bien qu'on entende parler des propositions de chacun des candidats à l'élection présidentielle. Ça n'a pas été le cas en 2022. En 2022, il n'y a pas eu de débat en fait sur le fond. On a parlé des personnalités, on a parlé des dynamiques de campagne, on a parlé de meetings, on a parlé de propos polémiques. On parle plus jamais de fond. Moi, je rêve d'un débat public apaisé dans lequel on pourra débattre très concrètement des propositions que les différents candidats présentent pour le pays. Et si on analyse le fond, et je vais vous dire c'est la principale raison pour laquelle je soutiens Laurent Wauquiez, je crois que c'est lui qui fait les constats le plus justes sur la situation qui touche le pays. Et c'est le seul qui, au lieu d'être dans une forme de déclinisme, a des vraies solutions pour qu'on redresse la barre. Il n'y a pas de fatalité. Oui, le pays est dans une situation très difficile, mais on peut encore se redresser parce que la France a été capable de se redresser dans les pires moments de son histoire. Guilhem Carayon, prochaine question, signée Axel Rebaud à propos de Pierre de Gaulle et notamment de sa dernière sortie. Pierre de Gaulle, le petit-fils du général, grande figure de la droite, était récemment à Volgograd pour célébrer la victoire à Stalingrad. Il s'est montré très critique envers l'OTAN et les États-Unis en pleine guerre de l'Ukraine. Est-ce que ça vous a choqué ? Est-ce que ça vous a déçu de la part du petit-fils du général ? J'ai pas honnêtement entendu les propos du fils du général, donc je pourrais pas vous les commenter. Je veux pas commenter des affaires dont j'ai pas pris connaissance. Ce serait pas très sérieux. Donc je peux pas vous en dire plus honnêtement sur cette question. Guilhem Carayon, vous avez fait récemment une déclaration sur la victoire d'Éric Ciotti et je vous propose de revenir dessus avec Raphaël Bardena. Vous avez déclaré que ça vous avait fait du bien d'enfin gagner une élection après la victoire d'Éric Ciotti à la présidence des LR. Est-ce qu'avant cette victoire, vous aviez cette impression d'être membre d'un parti de losers, Guilhem Carayon ? C'est sympa comme question. Non, mais évidemment, moi au moins je peux pas être taxé d'opportuniste parce que je suis dans un parti qui subit que des défaites électorales depuis le début de mon engagement. Donc au moins à chaque fois que je fais des réunions, et c'est encore le cas ce soir dans une fédération départementale, je vois des gens qui sont restés fidèles à leur mouvement, mais surtout qui sont restés fidèles à leurs convictions. Et c'est ça qui nous rassemble. Oui, effectivement, j'avais fait cette petite blague sur le fait que ça fait du bien de gagner une élection parce qu'en ce moment, on gagne que des élections internes. Moi, j'avais été élu président des Jeunes LR dans une élection interne. C'était ma dernière victoire en 2021. Oui, ça fait du bien de gagner. Simplement, j'aimerais bien qu'on gagne la prochaine élection présidentielle. Ce serait quand même peut-être plus important que de gagner une élection interne. Eh bien, Guilhem Carayon, c'est une dernière question, une question d'Adrien Hardy à propos de la droitisation chez LR. Très rapidement, Adrien. Plus les années passent et plus les Républicains se droitisent. Laurent Wauquiez avait déjà perdu une grosse partie des modérés du parti qui avaient rejoint la majorité. Avec Éric Ciotti comme président, il va se passer la même chose ? Moi, je vois au contraire, plutôt qu'une droitisation, une clarification. La droite a souffert depuis des années du manque de clarté de la ligne idéologique qu'on défendait. Si vous demandez à 100 Français ce que défendent les Républicains aujourd'hui, il y en a qui vous diront c'est les centristes, il y en a d'autres qui vous diront ils sont de droite, il y en a d'autres qui vous diront c'est des souverainistes, c'est des libéraux, c'est des conservateurs. On sait plus ce qu'on pense. Aujourd'hui, avec l'élection d'Éric Ciotti, la ligne est clarifiée, on sait où on va, on est une droite qui est forte, qui est assumée, qui est décomplexée, Eh bien, c'est la fin du temps imparti. Merci Guilhem Carayon d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté le principe de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes président des Jeunes Républicains, vice-président des Républicains et porte-parole du parti. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans quelques instants sur MRG Hits et MRG TV, nous retrouverons notre observatoire de l'actu. Avant ça, on retrouve les Britanniques de Clean Bandit en featuring avec le Nigérian Rema. C'est Sad Girls sur MRG Hits Online. Chaque mois, retrouvez 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction.
Bientôt la fin de 20h l'invité, le rendez-vous politique de MRG. On est là en direct tous les premiers vendredis de chaque mois ou presque. Je vous expliquerai tout à l'heure pour le mois prochain. Et si vous avez raté le début, vous pouvez retrouver le replay de cette émission sur le site de MRG et en vidéo sur notre chaîne YouTube de MRG. Voilà, dans quelques instants, nous allons avoir notre invité. On va la basculer directement par téléphone. Voilà, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Voilà, on va pas faire une vision, on va passer par téléphone notre invité. Voilà, donc juste le temps de la joindre. Quentin, voilà, ça va être dans quelques instants que nous allons la joindre. Nous sommes en direct sur, et ça s'entend, sur MRG Hits et sur MRG TV. C'est toujours 20h l'invité, votre rendez-vous politique mensuel en direct. Et puis je vous ai promis de vous en parler un petit peu plus tard. Et bien je vais vous le dire maintenant, il n'y a pas d'émission le mois prochain puisque nous serons en direct depuis le Salon international de l'agriculture à la porte de Versailles. Nous avons un plateau TV installé là-bas et nous allons faire des émissions de 10h à midi et demi et de midi à midi et demi. Ce sera donc votre rendez-vous politique que vous pourrez retrouver donc en direct sur MRG TV. L'Observatoire de l'actu. Chaque mois, nous recevons un observateur politique qui vient nous donner son point de vue sur l'actualité et notre invité ce soir est Emmanuel Soufi. Vous êtes journaliste politique au JDD, le fameux journal du dimanche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Soufi, quel est le sujet d'actualité politique qui vous a marqué au mois de janvier ? Alors au mois de janvier, bonsoir. Au mois de janvier, forcément, je vais vous parler des retraites. Vous avez dû voir, ces journées de manifestation qui vont démarrer il y a quelques semaines, qui vont se poursuivre la semaine prochaine, mardi et samedi prochain. Dans le cadre d'un projet de loi présenté par le gouvernement d'Elisabeth Borne, qui vise à décaler l'âge de départ en retraite de 62 à 64 ans et d'accélérer aussi la durée de cotisation pour pouvoir partir en retraite à 43 ans d'ici 2027. Donc ça concerne énormément de Français, notamment les jeunes, et ça inquiète aussi pas mal de Français qui vont devoir travailler plus longtemps pour pouvoir partir en retraite. Emmanuel Soufi, c'est un sujet. Allez-y, je vous en prie. Voilà, c'est un sujet très concernant, aussi inquiétant parce que c'est un temps de repos auquel les Français sont attachés après avoir travaillé une quarantaine d'années. Là, ça va être 43 ans. Et surtout décaler l'âge de départ de 2 années. C'était pas arrivé depuis 2010, à une époque où on était passé de la retraite à 60 ans à 62 ans. Emmanuel Soufi, quelle est pour vous la personnalité politique qui, en ce mois de janvier, a été au top pour vous ? Alors, au top, c'est pas forcément une personnalité politique, mais c'est une personnalité dont vous entendez parler de plus en plus ces dernières semaines. Il s'agit de Laurent Berger, qui est le secrétaire général de la CFDT. La CFDT, donc, c'est le premier syndicat français, qui compte plus de 600 000 adhérents. Et aujourd'hui, il s'est transformé un peu en principal opposant à la réforme d'Elisabeth Borne, la première ministre. Et donc, il est en tête des cortèges. Et il faut savoir que la CFDT, c'est pas forcément le syndicat, le plus contestataire. La CGT, dirigée par Philippe Martinez, l'est davantage. Mais lui, est vraiment très opposé à ce décalage de l'âge de départ à 64 ans, en estimant que ça pénalise les plus modestes, ceux qui ont commencé à travailler tôt, jeunes, et que ça pénalise aussi les femmes et les mères actives. Donc oui, je trouve que là, il joue une assez bonne séquence et il permet en fait au syndicalisme qui était souvent un peu décrédibilisé, dénaturé, dont on voyait pas trop l'utilité, de revenir en force en fait dans les batailles sociales, dans les conflits sociaux. Emmanuel Soufi, après le top, maintenant on passe au flop. À qui est-ce que vous attribuez un flop pour ce mois de janvier ? Alors un flop, je l'adresse à Marine Le Pen, qui est députée du Rassemblement national, qui avant était présidente du RN, aujourd'hui présidée par Jordan Bardella, l'un de ses fidèles. Et alors pourquoi elle ? C'est parce que elle s'est fait. Et oui, je vous pose la question. Pourquoi elle ? Voilà, en défendant les classes populaires, le petit salariat, les petits employés, en s'opposant aussi à la réforme des retraites. Mais comment dire, elle est un peu interdite de cortège, vous voyez.
Donc les syndicats, notamment la CGT n'ont pas du tout envie que les députés RN qui ont fait leur entrée en force au Parlement aux dernières élections législatives, qui maintenant constituent le principal groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas du tout envie, les syndicats, que le RN décide avec eux, à leur côté. Et elle, du coup, un peu vexée, elle a dit il n'y a pas très longtemps qu'elle se moquait absolument totalement de leur adoubement et qu'elle estimait qu'en fait les syndicats ne défendaient que leurs propres intérêts. Et je dis elle, c'est parce que voilà, elle veut se poser en opposante à la réforme des retraites tout en n'allant pas dans les défilés, puisqu'elle en est un peu interdite, et tout en critiquant les syndicats. Donc on voit pas trop quelle est sa stratégie pour s'opposer à la réforme des retraites, sachant que son projet à elle est plus que flou. Emmanuel Soufi, pour vous, qui est la personnalité politique à surveiller, à qui est-ce que vous décerneriez un Oscar du meilleur espoir ? Alors, du meilleur espoir, je sais pas si on peut la qualifier ainsi, mais en tous les cas, toujours pour rester sur le thème des retraites, parce que c'est vraiment un sujet politique. Qui est-ce qu'il faut surveiller, voilà. Je dirais la première ministre, Elisabeth Borne. Comment dans les débats parlementaires qui vont s'ouvrir lundi, sachant que mardi, en plus, vous avez une manifestation, et samedi aussi, une nouvelle manifestation. Donc, comment la première ministre, au cours de ces débats à l'Assemblée et au Sénat, est-ce qu'elle va s'en sortir pour défendre son projet, pour dire qu'il est nécessaire afin de sauver le système de retraite par répartition et afin de dire, et elle le répète à chaque fois, que ce projet est juste. Est-ce que ça va passer ou est-ce que ça va casser? Et vous, votre avis? La grande question, je pense que ça va passer. D'accord. Quand même, parce qu'ils vont réussir à convaincre les députés, les Républicains, emmenés par Éric Ciotti. Ça va passer ric-rac, si je puis me permettre. Mmh. Et si ça passe, elle sauvera son poste à Matignon. Si ça passe pas, eh bien, ça risque d'être un peu compliqué, elle est donc effectivement. obligée, qu'elle est obligée d'utiliser le 49.3. Elle sera sans doute le fusible. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Soufi, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste au service politique du JDD. Merci d'avoir commenté l'actualité politique. L'Observatoire de l'actu. Le 6e numéro de 20h l'invité, c'est déjà fini. Merci à nos invités d'être intervenus sur notre antenne. Le député Renaissance de la 7e circonscription de l'Essonne, Robin Reda, et le vice-président des Républicains, Guilhem Carayon, ainsi que la journaliste politique Emmanuel Soufi, qui était notre observatrice de l'actu. Merci également à la bande, Axel Rebaud, Adrien Hardy, Quentin Leport et Raphaël Bardena. Et Raphaël Bardena que vous retrouvez dans quelques secondes en compagnie de toute son équipe dans Storytelling. Et puis, notez bien, pas de 20h l'invité le mois prochain. C'est Salon de l'Agriculture, avec des émissions que vous pourrez suivre de 10h à midi et demi sur Facebook et sur MRG TV. Je vous dis au revoir en musique avec Celestial d'Ed Sheeran et je vous donne rendez-vous dans 2 mois pour un nouvel épisode de 20h l'invité en direct, bien évidemment.